Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette édition des Actus sociales consacrée du mois de novembre, puisque notre rendez-vous est périodique, consacré très particulièrement au projet de loi de financement de sécurité sociale. Je voudrais préalablement vous présenter nos plus sincères excuses pour ce retard. Un certain nombre d'aléas techniques, voilà, généralement ça peut arriver à d'autres personnes qui souhaitent se connecter à différents outils. Aujourd'hui, ce fut notre jour de non-chance, si je puis dire, et vraiment je souhaite exprimer nos plus sincères excuses pour, ces difficultés d'ordre technique. Nous allons pouvoir débuter bien évidemment cette présentation. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aussi nombreux, et pour ceux qui ont coutume de nous entendre pour, ce rendez-vous mensuel consacré à l'actualité des RH et de la paye. Comme je vous l'indiquais en propos, liminaire, ce sujet pour le mois de novembre 2024 portera essentiellement sur le projet de loi de financement de sécurité sociale. En l'occurrence, nous étudierons les différentes mesures pour chacune des années sur lesquelles porte ce projet de loi voulu par le gouvernement. Nous aborderons dans un second temps les incidences de la revalorisation du SMIC qui est intervenue au 1er novembre dernier. Je vous dirai également quelques mots sur le coup de rabot que nous connaîtrons dans le calcul des IGSS. Je vous informerai d'une seule information complémentaire qui portera sur la réglementation de l'assurance chômage, et je vous proposerai d'aborder 2 décisions de la Cour de cassation ayant d'ailleurs la même date, mais qui me semblait pertinent, de vous présenter. Le PLFSS 2025 s'inscrit dans un cadre budgétaire et financier économique que vous savez, très largement commenté, présenté assez tardivement au Parlement parce que, voilà, vous savez quelle était un peu l'impasse institutionnelle que nous avons connue, le temps de la formation d'un nouveau gouvernement. Généralement, le texte est adopté en conseil des ministres fin septembre, début octobre. Il l'a été en réalité le jeudi 10 octobre et dans la foulée, comme de tradition, déposé au bureau de la présidence de l'Assemblée nationale. Le cadre économique et financier dans lequel nous nous trouvons, exposé à plusieurs reprises par le nouveau Premier ministre, qui est celui, bien évidemment, de la recherche d'une résorption des déficits et puis, bien évidemment, de contrainte de l'endettement de l'État, conduit bien évidemment à prendre un certain nombre de mesures. Alors, les mesures sont essentiellement portées, pour ce qui nous concerne, cette année sur le financement de la sécurité sociale. Le projet de loi de finances ne comporte pas de dispositions pouvant nécessiter, bien évidemment, des adaptations soit du système d'information, soit du traitement en paie. À ce titre, nous avons donc quelques Oui, dispositions qui vont concerner la RGCP. Ces dispositions visent notamment à geler l'augmentation du SMIC au 1er novembre dernier. Ce SMIC a augmenté de 11,65 € de l'heure à 11,88 €. En tout état de cause, dans cet effet-là, la portée de l'évolution du SMIC en cours d'année aurait eu un impact sur la réduction générale des cotisations patronales parce qu'il aurait fallu distinguer les 2 périodes, ancien taux du SMIC, nouveau taux du SMIC. Ce gel oblige à retenir le taux de 11,65 € de l'heure. Pardonnez-moi. Ah, il y a un souci sans doute. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? non, J'ai semble-t-il voilà, les choses ont été reprises, pardonnez-moi. Donc il y a gel de cette augmentation du SMIC au 1er novembre. La valeur maintenue jusqu'à la fin de l'année est d'11,65 €. Voilà 2 exemples chiffrés, hein, pour un salarié rémunéré au SMIC. Si la revalorisation avait été prise en compte dans la détermination du montant de la RCP, le montant final de cette réduction pour l'année aurait été de 6 879,18 €. Il ne sera in fine que de 6 857,16 €. Nous avons donc un différentiel de 22,02 €. Alors vous allez me dire, ça paraît assez faible, incontestablement, pour un salarié rémunéré au SMIC, d'autant plus faible que plus on va s'approcher de la rémunération limite éligible à la RCP, c'est-à-dire 1,6 fois le SMIC,
plus ce différentiel sera lui également fortement réduit. Cela étant, bien évidemment, multiplié par le nombre de salariés concernés ici par la RGCP, vous allez avoir quelques millions, si je puis dire, de recettes supplémentaires au profit de l'URSSAF qui ne sont pas compensées par l'État. Je précise également qu'à chaque fois qu'une disposition de cette nature est prise par les autorités politiques, les autorités gouvernementales, ce sont certes des recettes en moins pour l'URSSAF, mais qui sont compensées par le budget de l'État. C'est-à-dire que ce que ne paye pas l'employeur en tant que charge patronale, c'est réparti sur l'ensemble des contribuables. Et on estime d'ailleurs, pour donner quelques chiffres supplémentaires, à 40 milliards l'absence de recettes pour la sécurité sociale de ce dispositif RGCP. Donc voilà, vous avez là un gel qui va être engagé, et puis je vous dirai dans quelques instants ce qu'il en est du calendrier parlementaire et du futur de cette mesure. Par ailleurs, pour celles et ceux d'entre vous qui sont amenés à pratiquer la DFS, la déduction forfaitaire spécifique, dont je rappelle qu'elle bénéficie non pas en fonction de l'activité d'entreprise, mais à raison de certains métiers au sein de l'entreprise, cela permet d'abattre l'assiette de cotisation sociale au regard d'une liste de métiers et de taux qui est assez étonnamment portée par le Code général des impôts. Vous avez ici quelques exemples, notamment pour les VRP, le taux d'abattement est de 30%. Pour les journalistes, le taux d'abattement est, par exemple, également de 30%. Et puis, quelques autres exemples, personnel navigant de l'aviation marchand 30%, interne des hôpitaux de Paris 20%, mannequin 10%. Alors la liste est beaucoup plus complète, elle n'est pas exhaustive, c'est une quarantaine de métiers, tout simplement. J'ai moi une problématique de vue. Alors je vous demande un instant, je vous prie de m'excuser, je voudrais juste reprendre. Voilà, je voudrais juste reprendre ce point-là. Juste pour avoir de manière plus claire les exemples donnés. Donc si je prends l'exemple suivant d'un salarié qui perçoit une rémunération de 2 000 €, pour lesquels l'employeur procède à un remboursement de frais de 300 €, de quelle manière se pratique l'abattement aux frais professionnels? Eh bien, il convient de faire la somme tant à la fois du salaire de base du salarié et du montant des frais professionnels et de pratiquer l'abattement de 30%. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, l'assiette est finalement abattue de 30%. Nous n'avons pas une assiette de 2 300 € en termes de cotisation sociale, mais une assiette de 1 610 €. Dans la mesure où la législation nous fait obligation d'avoir une assiette minimale de cotisation sociale correspondant à la rémunération du salarié au SMIC, eh bien cette cotisation à partir de novembre 2024 est de 1 801,84 €, c'est-à-dire tenons compte bien évidemment de la revalorisation qui a été faite au 1er novembre. Donc j'ai bien ici une application de la déduction forfaitaire spécifique en ayant procédé à l'ajout au salaire de base des frais remboursés par l'employeur. J'ai pratiqué l'abattement. Cet abattement me conduit à une assiette de cotisation inférieure à l'assiette du SMIC. Et il me faut bien évidemment respecter la règle absolue de la constitution d'une assiette équivalente au SMIC mensuel pour un salarié temps plein. Mais ici, on va considérer que c'est bien évidemment un salarié temps plein. Qu'en est-il justement de la pratique mise en œuvre au titre de l'exclusion de la DFS dans le cadre de le calcul de la RCP? Eh bien, avant la réforme, si je devais déterminer un montant de réduction générale des cotisations patronales sans exclusion de la DFS, j'aurais eu un montant RGCP de 582,71 €. Avec l'exclusion de la DFS, j'obtiens un montant de 475,91 €. Vous avez là un écart de 106,80 €, ce qui est non négligeable. Bien évidemment, cette exclusion de l'abattement doit me conduire, si vous avez à l'esprit la formule de calcul de la RCP, m'oblige à exclure bien évidemment le montant
les frais professionnels de 300 euros au dénominateur de la formule de calcul et d'appliquer le coefficient obtenu au montant inscrit au dénominateur, c'est-à-dire en l'occurrence 2 000 euros. Et il y a une différence substantielle entre avoir des cotisations sur une assiette du SMIC, 1 euros que nous venons de voir, et en réalité obtenir une réduction générale des cotisations patronales sur un montant de 2 000 euros. Vous avez 200 euros d'écart en l'occurrence, et vous savez ce qu'il en est de la réduction dégressive, c'est-à-dire que plus je m'éloigne du SMIC, moins est important le montant de la RCP, vous l'avez ici de manière illustrative. Donc, l'un des moyens de résorber également le déficit de la sécurité sociale, en réduisant fortement la RCP, c'est, nous venons de le voir, de geler la revalorisation au niveau du SMIC, mais également, dans un second temps, d'exclure la déduction forfaitaire spécifique du calcul de la RGCP. Voilà. Je pense que là, les choses sont assez illustratives pour ce qu'il en est de ce second moyen ou seconde voie de réduction de la RGCP. Le gouvernement a souhaité également intégrer la prime de partage de la valeur dans la RCP. Alors, la chose est assez étonnante, sachant que sous le respect d'un certain nombre de conditions, notamment du niveau de rémunération du salarié qui en est bénéficiaire et du montant de la prime intrinsèquement, la prime est elle-même exonérée de cotisations sociales et même d'impôt sur le revenu. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que l'on va prendre en considération dans le calcul de cette réduction générale des cotisations patronales une nature de somme qui est elle-même exclue de facto des cotisations sociales. Le gouvernement l'a souhaité pour toutes les primes de partage de la valeur qui se sont versées depuis le 10 octobre. Alors pourquoi le 10 octobre, hein? Vous l'avez également de manière illustrative dans l'extrait du poste. C'est la date, vous disais-je en propos introductif, de la tenue du Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi de financement de sécurité sociale et le jour même, comme de tradition, la transmission au bureau de l'Assemblée nationale. Pour l'année 2024, quel va en être l'impact? Ça signifie que plusieurs hypothèses sont émises. D'abord, si je devais calculer, là je prends l'exemple involontairement d'une prime de 500 euros versée le 31 octobre, et avec l'hypothèse d'un taux RGCP, d'une valeur T RGCP qui tient compte d'un FNAL à 0,50, eh bien, sans la PPV, je devrais obtenir 5 349,87 euros. Avec une RGCP prise en compte au seul dénominateur, j'obtiendrai un montant de RGCP de 4 976,69 et là toujours une valeur annuelle, hein, bien évidemment, montant annuel en tenant compte de la PPV, c'est-à-dire de 500 euros, à la fois dans le dénominateur et à la rémunération à laquelle je vais affecter le coefficient, j'ai donc un montant annuel de 5 080,37 euros, soit une différence à apporter d'à peu près 270 euros. Voilà également, alors dans cet exemple-là, hein, plus ou moins importante sera bien évidemment le montant de la prime et plus ou moins la différence sera importante. Je précise bien évidemment que lorsque l'on parle de versement de PPV à compter du 10 octobre, il s'agira du seul et unique et principal montant de la PPV, le cas s'échéant, mais également de tout complément de PPV. Vous savez que sous certaines conditions, on peut verser également un complément de PPV, de prime de partage de la valeur. Toute somme considérée comme une PPV et versée à compter ou depuis le 10 octobre dernier, bien évidemment, devra être prise en considération dans la détermination de la RGCP. Voilà. Donc, 3 mesures phares visant à réduire le montant de la RGCP et le coût pour la sécurité sociale et de facto la compensation sur le budget de l'État, gel du taux du SMIC, prise en compte de l'éduction, exclusion pardon, de l'éduction de la déduction forfaitaire spécifique et troisième voie retenue par le gouvernement, prise en considération dans la RGCP de la prime de partage de la valeur. Par ailleurs, s'agissant cette fois-ci de l'année 2025, hein, donc je vous disais d'ailleurs dans la présentation du sommaire que les dispositions, les mesures prises dans ce PLFSS concernaient tant à la fois l'année 2024, on vient de voir
les 3 mesures essentielles. Pour l'année 2025, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réduire de 2 points le coefficient maximum de la RHCP. Donc le coefficient maximum de la RHCP pour l'année 2024, vous le connaissez, hein, selon le niveau d'effectif de votre structure, soit pour les entreprises de moins de 50 salariés, 0,384 31,94, ou bien pour les entreprises de 50 salariés ou plus, 0,3234. Il s'agit de la somme tout simplement des cotisations de sécurité sociale éligibles à la RCP. Alors, je dis cotisations de sécurité sociale, mais à la fois également les cotisations de retraite complémentaires. Réduction de 2 points donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, pardonnez-moi, nous aurions donc une valeur T de 0,2994 et pour les entreprises de 50 salariés et plus, une valeur T de 0,30 30-34. Alors, cette réduction de 2 points du coefficient maximum devra être imputée sur quelle cotisation sociale d'imputation devra se faire? Se fera sur les cotisations vieillesse déplafonnées et l'impact financier est le suivant. À titre d'exemple, toujours ici pour un salarié rémunéré à hauteur du SMIC et avec une valeur revalorisée à 11,88 € de l'heure, pour les moins de 50 salariés, l'hypothèse aurait été, si la réduction des taux n'avait pas été prise en considération, de 575,51 €, nous passerions à 539,47 € et pour les entreprises de 50 salariés et plus, de 582,72 € à 546,68 € précisément. Voilà. Donc vous voyez que la différence est d'importance, elle est 36 € hein, à chaque fois dans les 2 cas de figure. Multiplié par le nombre, alors par mois, multiplié par 12 mois et multiplié par le nombre de salariés rémunérés au SMIC au sein de vos différentes entreprises, sachant que bien évidemment, plus on s'éloignera du SMIC et moins la différence sera importante, elle sera bien évidemment progressivement inférieure à 36 euros. Par ailleurs, toujours pour l'année 2025, le gouvernement a pris la décision de réduire le niveau d'éligibilité au taux réduit maladie et au taux réduit allocation familiale. À ce jour, le taux réduit maladie fait passer la cotisation patronale de 13% à 7% et le taux réduit allocation familiale fait passer la cotisation patronale de 13% à non, je l'ai répété 2 fois, c'est une erreur de ma part, vous l'aurez corrigé, de 5,25 à 3,45, soit un écart de 1,80. La volonté est ici de diminuer le plafond de réduction au 31 décembre. Alors, pour la valeur que nous connaissons déjà au 31 décembre, et donc en l'occurrence, de ramener le plafond des rémunérations éligibles de 2,5 fois le SMIC pour la maladie à 2,2 fois le SMIC et pour les allocations familiales également une réduction de 0,3 puisque le plafond d'éligibilité va passer de 3,5 à 3,2 du SMIC. De manière illustrative, voyez un peu la différence notée, avec toujours, à ce jour, tant que la décision définitive n'a pas été prise, de maintenir la valeur du SMIC telle qu'elle avait été arrêtée au 31 décembre 2023 dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale pour 2024. Et donc, la différence serait de 4 000 à 4 368,10 € à 3 843,92 € pour la cotisation maladie et de 6 115,33 € à 5 591,16 € pour la cotisation allocation familiale. Vous voyez que la différence est de taille, hein. On a de l'ordre de 500 €, hein, j'arrondis très hâtivement mon propos, de 500 € sur une année complète. Alors multiplié, alors, il est vrai pour des salariés rémunérés voilà, rémunérés au SMIC, mais ramener ça, bien évidemment, à des salariés dont la rémunération est plus élevée, vous voyez de manière assez importante la différence substantielle qu'il peut y avoir, sachant qu'il ne s'agit pas de régime dégressif en aucune manière et donc là,
le différentiel sera encore plus important si la rémunération à prendre en considération devait être encore plus élevée. Alors quand on est à 3,5 fois le SMIC, vous voyez bien évidemment, je suis bien évidemment le montant, l'importance du montant. Bien, le gouvernement, ou plutôt un ancien gouvernement, hein, avait confié à 2 économistes le soin de faire l'étude de la fusion des 2 régimes de réduction de charges que nous venons d'examiner, à la fois RGCP et à la fois réduction de taux maladie et allocation familiale. Ces 2 personnalités, 2 économistes, Monsieur Bozio et Monsieur Wasmer, ont remis le rapport au début du mois tout début du mois d'octobre au gouvernement. L'objectif, c'est d'obtenir un seul dispositif de réduction de charges pour les 2 essentiels que nous connaissons et que je viens de citer, à partir de l'année 2026. À ce titre-là, la dégressivité est maintenue. C'est-à-dire qu'on va partir d'un niveau du SMIC, on va arriver à un niveau équivalent à 3 fois le SMIC, qui sera le point de sortie, pardonnez-moi, de, on va continuer à l'appeler de la sorte, de la réduction générale des cotisations patronales, parce que ce sera effectivement le cas en l'occurrence. Avec une formule mathématique assez spécifique, puisqu'il aura une valeur T et une formule qui change de manière très particulière. On ne sera plus, vous voyez que le premier élément de ce que vous avez entre crochets, si je puis dire, après la valeur T, n'est plus 1,6 fois SMIC et le point de sortie, mais 1 sur 3 moins 1 que multiplie la limite de 3 fois le SMIC de l'année en cours sur la rémunération annuelle brute, bien évidemment. Et nous avons toujours cet élément de moins 1 qui nous permet de déterminer le coefficient final, auquel a été ajouté un, élément qui est alors le terme exact toujours m'échappe, enfin vous le voyez, 1,37 en exposant, si je puis dire. Ces éléments-là tiendront compte, notamment pour la valeur T, de la somme des cotisations patronales éligibles qui devrait atteindre 35,74 pour les entreprises assujetties à un taux final à 0,10 et 36,14 pour les entreprises dont le taux final applicable est de 0,50. Vous l'avez d'ailleurs dans le commentaire qui est expressément inscrit en bas de cette diapo. Bon, nous avons le temps, bien évidemment, de faire face à cette modification de la RGCP. Elle interviendra normalement, si les règles ne sont pas changées, et il n'y a pas de motif à ce qu'elles soient changées parce qu'elles sont déjà fixées dans le code du code de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées pour les périodes d'emploi débutant à compter du 1er janvier 2026. Alors, je ne vous cache pas que, bien évidemment, la mise en œuvre de cette nouvelle règle nécessite un certain nombre d'échanges encore d'ordre technique avec la direction de la sécurité sociale qui porte le projet, qu'il a été convenu avec les représentants de la DSS l'organisation d'un certain nombre d'ateliers pour l'étude de la mise en œuvre technique et précise de la mesure. Elles s'étaleront sur l'année 2026 et je pense que les premières devraient bien évidemment se tenir au tout début de l'année. Nous aurons incontestablement l'occasion d'aborder à nouveau au cours de l'année 2025 l'avancée des travaux sur la mise en œuvre de la RCP pour 2026 et bien évidemment de vous apporter toutes les précisions utiles et nécessaires pour répondre à vos interrogations qui sont en même temps bien évidemment les nôtres. Intéressant ici, alors intéressant pourquoi? Parce que je vous dirai dans un instant en quoi le gouvernement envisage peut-être une légère modification au projet initial. Le PLFSS pour 2025 qui a été présenté à l'Assemblée nationale visait également à opérer une réduction des exonérations dont bénéficie l'apprenti en tant que salarié. On ne remet pas en cause
ici le régime des cotisations patronales pour cette même catégorie et ce groupe de salariés au sein de l'entreprise. Par contre, à ce jour et jusqu'à la fin de l'année, vous savez très certainement que les cotisations salariales sont exonérées dans la limite d'un plafond fixé à 79 du SMIC. Le salarié apprenti bénéficie également d'une exonération totale sur ses prélèvements relatifs à la CSG et à la CRDS. Vous avez un régime d'exonération cotisation salariale plafonnée et une exonération totale CSG-CRDS. Quel devrait être le régime à compter du 1er janvier 2025? Eh bien, on réduit le plafond d'exonération, on le réduit dans un premier temps au titre des cotisations salariales, puisqu'il va être ramené de 79 à 50 et une réduction substantielle pour la CSG-CRDS, puisque l'exonération qui est aujourd'hui de 100 va être ramenée à 50 Alors, la chance que nous avons ici, si je puis dire, une technique paye, pas pour l'apprenti, je n'en déconsidérerai pas, bien évidemment, c'est l'alignement parfait des règles applicables pour ces deux types de prélèvements, à hauteur de 50 Lorsque l'on fait une projection particulière sur le bulletin de paie, vous voyez que pour un apprenti avec une rémunération équivalente à 100 du SMIC 2025, en régime actuel, il aurait une cotisation à hauteur pour un montant de 42,80 €. En application de ce nouveau régime ou de cette nouvelle mesure, si elle devait entrer en vigueur telle quelle, eh bien, il supporterait un prélèvement, tenant compte également de la réintroduction dans la base de cotisation, mais à hauteur de 50 d'exonération, de la CSG, d'un prélèvement de 189,28 €. Donc en quelque sorte, vous avez, allez, je vais l'arrondir, 147 € d'écart pour un salarié dont la rémunération en tant qu'apprenti, bien évidemment, quand je dis salarié, pour l'apprenti, en tant qu'apprenti, heu, un prélèvement supplémentaire et un net à payer réduit de 147 € globalement. Alors pourquoi je vous dis ici que, les choses peuvent évoluer? Parce que le texte maintenant, j'anticipe un peu le calendrier que j'allais vous présenter, mais juste parce que je suis sur, la situation des apprentis, la gestion de la rémunération des apprentis à venir. Le texte est maintenant, le calendrier et la date limite d'examen du PLFSS par les députés est arrivé à son terme, mardi, c'était le dernier jour, que le gouvernement, conformément aux exigences constitutionnelles, a transmis son texte au Sénat et que le gouvernement a la liberté la plus totale entre le texte initial, tenir compte des amendements ou tenir compte que partiellement des amendements votés par les députés. Euh, à ce jour, ce que nous savons, c'est que le gouvernement opère, je dirais peut-être, une sorte de marche en arrière s'agissant de la CSG, puisque la mesure devrait être applicable, hein, cette mise en place d'un prélèvement de CSG, mais avec une exonération à hauteur de 50 uniquement pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2025. Alors que le dispositif tel qu'il est présenté, tel que vous l'avez à l'écran, est lui applicable à la totalité des apprentis, y compris pour les contrats en cours. Voilà. Et il y aura sans doute une gestion distincte entre le nouveau régime social de cotisation sociale et le nouveau régime CSG-CRDS. L'avenir nous le dira très prochainement. Alors, effectivement, j'avais dit quelques propos sur le calendrier parlementaire. L'Assemblée nationale avait jusqu'à mardi pour examiner le texte. Le texte n'a pas été adopté de manière définitive et globale. Le vote n'a pas eu lieu dans le délai imparti. Il y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été votés, qui sont adoptés, mais pas le texte dans sa globalité. Donc, le gouvernement, lui, s'attache à respecter les règles constitutionnelles et à transmettre le texte au Sénat. À ce titre-là, les sénateurs ont un calendrier d'examen du 18
novembre au 26 novembre, donc très prochainement, hein, d'ailleurs dans une dizaine de jours, s'agissant du premier examen du texte. Et encore une fois, hein, le gouvernement a toute liberté sur le contenu du texte à présenter aux sénateurs. Sa version initiale, sa version amendée, sa version amendée pour tout ou partie, sa propre version avec éventuellement des amendements qui lui appartiennent. Et je viens de vous en citer un en matière d'assujettissement de la CSG à la CSG pour les apprentis qui ne devraient intervenir que pour les contrats conclus à compter du 1er janvier prochain. Alors, pour rien vous cacher, j'ai examiné le site du Sénat pour savoir quel était le texte qui lui sera présenté. Il n'est pas encore alimenté du texte. Je pense que le gouvernement est encore dans sa réflexion avant le dépôt sur le bureau du président du Sénat et qu'on devrait avoir les choses arrêtées dans le courant de la semaine prochaine. Alors, je vous ai donné ici quelques exemples hein, d'amendements déposés par les députés, parce que bien évidemment, il est plus que probable, vraiment là, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, que le texte qui sera voté, s'il arrive jusqu'à la phase finale d'un vote solennel par les députés, hein, à contrario de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, ce texte-là sera forcément différent et nécessitera un examen en commission mixte paritaire et qu'il reviendra toujours en cas de désaccord entre les membres composant cette commission mixte paritaire, il revient toujours à l'Assemblée nationale de dire son dernier mot, et notamment pour les députés. Quelques exemples, hein, c'est suppression de l'ensemble des mesures RGCP, donc notre fameux article 6 du PLFSS qui a été définitivement supprimé. Autre point également, mais ça c'est assez intéressant, en ce que, en réalité, l'incitation voulue de révision des minima conventionnels est assez ancienne, hein, même dans l'esprit de gouvernement antérieur que celui qui est actuellement en place. Et l'un des amendements adoptés par les députés est de retenir pour la FCP le minimum conventionnel lorsque le minimum conventionnel de la branche d'activité de l'entreprise est inférieure au SMIC. Donc, bien évidemment, la rémunération du salarié sera toujours portée au niveau du SMIC, puisqu'on ne peut pas être en dessous, mais si la grille conventionnelle, pour la qualification qui est la sienne, prévoit une rémunération inférieure, bah bien évidemment, on alignera la RCP sur ce minimum conventionnel. Ça veut dire qu'on obtiendra un montant de RGCP qui sera bien inférieur à la réalité des cotisations supportées par l'employeur. Je ne vous cache pas que dans les systèmes d'information, dans les CRH, ça nécessitera bien évidemment un double calcul, parce qu'il va falloir très précisément, lorsque l'on générera le calcul de la RCP, établir à juste titre le bulletin de paye, et bien aller rechercher à chaque fois le minimum conventionnel, alors qu'il n'est pas d'intérêt pour l'entreprise de l'examiner, de l'étudier. Le minimum conventionnel, il intervient aujourd'hui assez généralement, et je n'ai pas d'autres exemples en tête, pour les branches et pour les conventions collectives qui le prévoient spécifiquement, eh bien, participe à la détermination de la prime d'ancienneté, à titre d'exemple. Mais s'il n'y a pas de prime d'ancienneté dans la convention collective, il n'est, à ma connaissance, pas d'autre utilité. Alors, je ne vois pas quel autre complément de rémunération est aligné sur le minimum conventionnel, en tout état de cause. Donc, si la mesure devait être présente dans le texte final, qui deviendrait non plus une PLFSS, mais LFSS, loi de financement de la sécurité sociale, bien évidemment, cela nécessiterait que l'on soit beaucoup plus aiguisé, un regard plus aiguisé dans la gestion de ce type de RGCP. Dans ce qui ressemblerait aussi à un bonus-malus que nous connaissons déjà, s'agissant de la cotisation assurance chômage, mais qui ne concerne que certains secteurs d'activité, dans les amendements adoptés s'inscrit également l'instauration d'un malus pour le taux AT-MP. Des mesures spécifiques également ont été adoptées lorsque l'employeur met à disposition un véhicule hybride à disposition de ses salariés. Suppression de la condition de la domiciliation fiscale en France pour l'assujettissement à la CSG. Alors, vous savez que la CSG s'applique à la double condition que le salarié soit domicilié fiscalement en France et relève d'un régime de sécurité sociale
français. En quelque sorte, à partir de l'année prochaine, la condition de domiciliation fiscale en France ne sera plus requise. Il pourra être établi un domicile fiscal à l'étranger, mais si l'activité du salarié, et notamment la durée de son activité, le conduit à relever du régime de sécurité sociale français, c'est la seule condition permettra l'application de la CSG. Alors, il faudra l'examiner de plus près parce qu'il faudra faire la corrélation, notamment avec, quand on a l'absence de CSG, avec ce taux de surcotisation, cotisation maladie, hein, qui porte le taux à 5,50, qui crée d'ailleurs un taux maladie salarial à 5,50, c'est-à-dire l'ancien 0,75 et l'ajout de 4,75 pour ceux qui ont un certain historique du sujet. Et puis, l'impact, c'est bien évidemment l'examen de la pratique de la retenue à la source. Pas le prélèvement à la source, mais la retenue à la source, parce que là, ça serait généré alors qu'on aurait potentiellement de la CSG. Autre amendement également adopté, c'est le relèvement de la CSG. Alors, puisqu'on en parle, effectivement, un relèvement substantiel, alors que la CSG est elle-même purement une contribution salariale de 9,70 à 12%, en ayant conservé le silence d'ailleurs sur le taux de déductibilité. Donc, ça signifie que, à ce jour, sans précision en la matière, le taux de déductibilité resterait de 6,80 et l'augmentation de 2,30, hein, pour passer de 9,70 à 12, relèverait en matière de régime fiscal de non-déductibilité. Et puis quelques mesures également visant à renforcer les sanctions en cas de travail dissimulé. Pour rappel, hein, les 3 motifs de redressement des URSSAF en cas de contrôle sont 1, le travail dissimulé, 2, les frais professionnels et 3, celui qui nous intéresse directement en tant qu'éditeur de paie, la RGCP. Bon, voilà, les choses sont dites en la matière. Voilà ce que je voulais vous dire pour le PLFSS en quelques mots. J'aborde maintenant la revalorisation du SMIC. Quelles sont les incidences en paye? Eh ben, bien évidemment, la nécessité de rémunérer le salarié qui était déjà au SMIC à hauteur maintenant d'un taux horaire de 11,88, ça veut dire une revalorisation pour tous ceux qui avaient une rémunération sur une base horaire de 11,65 ou qui étaient compris 11,65 et 11,88, tout simplement, et porter cette revalorisation. Le minimum garanti est porté de 4,15 € à 4,22 €, donc une progression linéaire, hein, comme elle se fait toujours. Quelques ajustements, c'est l'ajustement bien évidemment de la rémunération pour toutes les périodes d'emploi à compter du 1er novembre. L'impact sur la limite de rémunération prise en compte pour l'IJSS, puisque vous savez que s'agissant du calcul des IJSS, la rémunération prise en considération dans le calcul du taux d'indemnité journalière de sécurité sociale est fixé à 1,8 fois le SMIC. Donc ça a une incidence en la matière. Et puis également, pour déterminer et tenir compte de l'abattement d'assiette du prélèvement à la source pour les salariés en CDD de courte durée, c'est-à-dire de moins de 2 mois. Cet abattement d'assiette va être donc porté de 724 € à 738 €. Voilà. Et puis nous, nos barèmes manuels ont été mis à jour pour pouvoir faire face à l'ensemble des incidences de cette revalorisation du SMIC. Coup de rabot sur les IGSS. Alors, on en a connu, hein, à plusieurs reprises. D'abord, c'est le taux qui avait été révisé, c'est ensuite l'instauration d'un plafond des rémunérations prises en considération. Elles étaient à hauteur du plafond de sécurité sociale à ramener à 1,8 fois le SMIC. Le nouveau coup de rabot, quel est-il? Eh bien, c'est tout simplement des nouvelles limites, puisque à ce jour, le salaire de référence est déterminé en allant rechercher la rémunération brute, le salaire versé brut au cours des 3 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail, et ces 3 mois civils sont limités, la rémunération de ces 3 mois civils sont limitées à 1,8 fois le SMIC pour chacune des périodes. Limite 2024, 3 180,52 € pour les périodes prises en compte jusqu'en octobre, et compte tenu de la revalorisation,
3 231 €, de 3 243,31 € pour les périodes qui sont prises en compte depuis le 1er novembre. Ainsi, lorsque on limite à 1,8, vous avez ces éléments-là différenciants. Par contre, ce qui est voulu et le projet de décret est déjà a déjà été adressé aux partenaires sociaux, parce qu'il y a une obligation de consultation des partenaires sociaux avant l'adoption définitive de la mesure, vise à réduire de 1,8 à 1,4, à 1,4 fois le SMIC, les rémunérations prises en considération au titre des périodes antérieures, c'est les 3 derniers mois. Donc, il s'agit en tout état de cause, fort heureusement, des arrêts maladie qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2025. Bon, ça, c'est une condition, en tout cas une modalité d'entrée en vigueur que nous avons déjà connue par le passé et qui évite tout le raisonnement, l'interaction, les incidences et le nœud qu'on peut se faire au cerveau, si vous me permettez l'expression, des éventuels arrêts de travail à cheval entre décembre 24 et janvier 25. Et en quelque sorte, si l'on devait considérer cette réduction de plafonnement avec le taux de 11,88, on passerait de 3 243,31 €, c'est-à-dire une limite à 1,8 fois SMIC, à 2 522,58 €. Et vous voyez bien évidemment une différence substantielle, puisque nous avons un écart de l'ordre de 700 € sur le montant qui est pris en considération pour le calcul des IGSS. Alors, et après, bien évidemment, les autres modalités de calcul, hein, ramener à 91,25 pour la somme de ces rémunérations et 50% du tout. Donc, le taux final, le taux final, bien évidemment, connaîtra une réduction. Mais cette réduction, quelle est-elle? Il s'agit de maîtriser, et à la baisse, les dépenses de la sécurité sociale en matière d'arrêt maladie. Donc le salarié pourrait être amené à connaître une réduction de ses IJSS si on devait comparer règle 2024, règle 2025. Et vous avez l'exemple chiffré à l'écran. Là, la contrepartie, c'est que lorsque l'employeur est dans une obligation de maintien de salaire, base légale ou conventionnelle, peu importe, eh bien c'est sa participation au maintien de salaire et donc, bien évidemment, le coût de l'arrêt maladie pour l'employeur qui vient être augmenté. Tout simplement, l'impact immédiat pour l'employeur, en dehors des nécessités de maîtrise des nouvelles règles si un certain nombre de questions se posent, c'est bien évidemment un impact purement financier puisqu'il sera amené à un maintien de salaire plus élevé. Et certes, pour des arrêts maladie qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2025, alors normalement, fort heureusement, on ne les connaît pas, hein. Mais vous verrez que c'est un coût supplémentaire si vous comparez vos charges, maintien de salaire, conventionnel ou légal, peu importe, pour un arrêt maladie 2025 versus 2024. Voilà l'incidence première en termes de coup de rabot sur les IJSS. Quelques informations complémentaires. La première d'ailleurs, la seule d'entre elles concerne le report concerne l'assurance chômage. Vous savez qu'aujourd'hui, les règles d'assurance chômage sont toujours celles qui avaient été prises par décret en juillet 2019. À l'époque, déjà, les partenaires sociaux n'avaient pas abouti à un accord définitif. Ils y sont parvenus lors des précédentes négociations il y a un an, c'était en novembre 2023. Le gouvernement n'a pas procédé à la publication d'un arrêté d'agrément. Alors, l'arrêté d'agrément intervient chaque fois que les deniers de l'État doivent elles-mêmes participer à un financement. Nous l'avons pour l'assurance chômage, nous l'avons pour d'autres dispositions conventionnelles, je pense notamment aux minima qui peuvent augmenter dans le monde sanitaire, dans le monde de la santé. Parce qu'il y a un engagement financier de l'État, en l'occurrence, et tout particulièrement pour l'assurance chômage. Donc le gouvernement, à l'époque, n'avait pas souhaité publier d'arrêté d'agrément pour la raison suivante, c'est qu'il avait adressé
une lettre d'orientation aux partenaires sociaux, une lettre de cadrage, dans laquelle était également inscrit la nécessité de négocier, d'aboutir à un accord sur l'emploi des seniors. Le coût aujourd'hui de l'emploi des seniors, je dirais plutôt, à contrario du non-emploi des seniors, est estimé aux alentours de 400 millions d'euros pour l'assurance chômage. Les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord sur ce point particulier, hein, sur le reste, il n'y avait pas forcément de débat, mais sur ce point particulier de l'emploi des seniors, et donc pas d'arrêté d'agrément. Ça signifie quoi? Ça signifie que le gouvernement avait pris à 2 reprises, hein, le précédent gouvernement, le soin de reporter l'application du décret de juillet 2019 et en dernier lieu, le report avait été fixé au 31 octobre dernier, c'est-à-dire à la semaine dernière. L'actuel gouvernement a décidé de redonner la main aux partenaires sociaux et de leur demander bien évidemment de négocier à nouveau sur l'emploi des seniors. Alors, première conséquence du report au 31 décembre 2024, c'est que l'on maintient les règles actuelles du financement de l'assurance chômage et des règles de détermination des prestations, mais en termes de cotisation, de financement, y compris donc le mécanisme de bonus-malus que certains, éventuellement d'entre vous, connaissent. Et le calendrier a été donné aux partenaires sociaux pour procéder aux négociations sur l'emploi des seniors, et ce calendrier détermine un certain nombre d'étapes qui s'échelonnent sur la période courant du 22 octobre de cette année au 15 novembre au plus tard, hein. C'est une date supplémentaire, tout simplement, qui était fixée. Il n'est pas exclu, bien évidemment, que l'on obtienne un accord bien avant. Alors, j'espère que le gouvernement, si accord il y a entre partenaires sociaux sur ce sujet-là, qui validerait également les dispositions de la convention de novembre 2023, ne procédera pas à un arrêté d'agrément assez rapidement et une entrée en vigueur au 1er janvier prochain. Vous avez vu que nous avons quand même beaucoup d'autres travaux à réaliser et qu'il faut s'attendre plutôt à une échéance plus lointaine pour la mise en œuvre. Alors, s'agissant de l'emploi des seniors, je ne saurais vous dire ce qu'il en sera. Est-ce qu'il s'agira bien évidemment de mesures particulières lorsque l'on licencie un salarié d'un certain âge? Pour les plus anciens comme moi, on a connu il y a plusieurs années de cela ce qu'on appelait à l'époque la contribution de la lande, qui n'existe plus. Ou est-ce que ça concernera uniquement les prestations? Je l'ignore, mais en tout état de cause, faut-il bien évidemment qu'on nous permette d'adapter nos systèmes d'information dans un calendrier convenable pour que toutes les réformes à mettre en œuvre puissent se faire dans les meilleures conditions. Bien, j'en arrive à ma page jurisprudence. Deux décisions prises le même jour, à la date du 2 octobre 2024, toutes les deux par la chambre sociale, qui est plutôt relatif à la gestion des droits des salariés plutôt qu'au régime de sécurité sociale, puisque c'est la deuxième chambre civile qui a compétence en la matière. Juste quelques mots pour redire ce qu'était la loi Dadu au titre des congés payés en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Pour redire que la loi Dadu d'avril dernier a supprimé la durée d'arrêt de travail pour le bénéfice ou pour l'attribution de congés payés lorsque le salarié est en AT-MP, en accident de travail, maladie professionnelle, dont vous vous souvenez sans doute qu'il y avait une limite attributive d'une durée d'arrêt de travail d'1 an. Ça a été supprimé. Dorénavant, tout salarié qui est en arrêt de travail consécutivement à un accident de travail ou maladie professionnelle bénéficie de congés payés dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire 2,5 jours ouvrables ou 2,08 si on travaille en jour ouvré, et ce, sans limite de durée. Par la même occasion, la même loi qui avait introduit dans notre droit un principe de rétroactivité
pour l'obtention de congés payés au titre de période d'arrêt de travail antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, l'avait fait spécifiquement pour les arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle, alors qu'elle l'avait exclu, elle était restée silencieuse pour les arrêts de travail résultant d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle. Alors, est-ce que ça signifie que l'on doit, conformément à la loi, bien évidemment, prévoir, lorsque le salarié le demande ou lorsque vous l'avez fait de manière automatique, prévoir l'attribution de congés payés de manière régularisée aux seuls arrêts de travail consécutifs à une maladie non professionnelle pour ceux qui sont survenus avant cette date d'entrée en vigueur du 24 avril 2024 ou non. Alors, qu'en font les juges en termes d'application? Ils ne remettent pas en cause, et ils n'ont pas compétence pour le faire d'ailleurs, hein, ils ne remettent pas en cause les dispositions tirées de la loi Dadu. Elles sont ce qu'elles sont. Par contre, par contre, non pas en se basant sur cette réforme légale hein, qui fait suite à la décision de la Cour de cassation dans un revirement euh, ayant eu la résonance que vous connaissez hein, du 13 septembre 2023, il n'y a pas de remise en cause de ces dispositions légales. Par contre, pour les juges, et il s'agit bien de la Cour de cassation, non pas de la CJUE, hein, non pas de la Cour de justice européenne, il y a bien lieu d'attribuer de manière rétroactive des droits à congés payés pour les salariés qui ont été en arrêt de travail du fait d'un accident de travail ou maladie professionnelle antérieurement à la date du 24 avril. Leur raisonnement ne s'appuie pas sur les dispositions légales, mais il s'appuie de la même manière que cela avait été fait au mois de septembre de l'année dernière sur les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et vous l'avez tous à l'esprit. C'est ce droit européen qui a constitué le fondement juridique du revirement de jurisprudence du mois de septembre, conduisant à considérer que dorénavant, bien que le Code du travail à l'époque n'ait pas été modifié, hein, puisqu'il a été qu'au printemps suivant, bien que le Code du travail n'ait pas été modifié, qu'il y avait lieu, sur le fondement de ce droit européen, d'attribuer des jours de congés payés aux salariés en arrêt maladie non professionnel, professionnel ou accident du travail. Et sur ce même fondement, les juges considèrent que le salarié qui était en arrêt de travail ATMP antérieurement au 24 avril dernier et dont la durée de l'arrêt est supérieure à 1 an, doit être rétabli de ses droits à congés payés pour cette durée supérieure à 1 an. Et c'est le contre-pied, bien évidemment, de la loi, mais parce qu'on n'a pas les mêmes règles. Et je dirais que ici, les juges ne pouvaient pas eux-mêmes se déjuger, si vous permettez l'expression. Parce qu'ils ne pouvaient pas, en septembre dernier, pas dernier, pardonnez-moi, de l'année dernière, considérer qu'il y avait lieu d'appliquer le droit européen dans sa totalité et d'attribuer des droits à congés payés, en même temps considérer que ça avait un effet rétroactif, puisque c'est en tous les cas ce qui sortait notamment des commentaires faits, de leurs propres commentaires, jusqu'à une période du 1er décembre 2009, pour ceux qui se souviennent de ce qui avait été donné il y a plus d'1 an maintenant. Et en même temps dire, bah, finalement, si la situation se présente à nous, nous n'aurions pas à établir de rétroactivité conformément à la loi. Bien non. C'est soit le droit européen, c'est le droit national. Eh bien, à l'époque, ils avaient écarté le droit national et ils continuent à le faire, en toute logique. Alors, je dirais que là, ce qui est assez intéressant, c'est la base juridique d'ailleurs hein, du droit européen. Parce que vous notez que on se fonde sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et non pas sur la directive de novembre 2003 qui constitue pour nous vraiment l'épine dorsale de toute la gestion du temps de travail à l'échelon européen, puisque c'est le texte qui à la fois définit les durées du travail limite, qui définit les droits repos à congés payés, en l'occurrence, et bien évidemment pose comme principe que le droit européen attribue à minima une période de 4 semaines de droit à congés payés. Bah, il faut s'interroger, c'est un minima. Est-ce que néanmoins les juges se fondant, eux, sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et non pas sur la directive de 2003 que je viens de citer, dans la même logique, ils pourraient également considérer que
la confrontation entre, d'une part, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notre Code du travail pourrait conduire qu'en réalité, on attribue également 5 semaines de congés payés, notamment pour les salariés dont le contrat a été suspendu du fait d'un arrêt maladie, et non pas uniquement 4 semaines telles que prévoit la loi Dadu. On peut légitimement s'interroger. On peut légitimement s'interroger. Il aurait été loisible pour les juges de la Cour de cassation de considérer que l'examen du cas qu'il aurait présenté pour pouvoir le trancher s'appuyait tant à la fois sur la Charte des droits fondamentaux et sur la directive de 2003, ce qu'ils n'ont pas fait. L'avenir le dira. Enfin, dernier point, qu'en est-il de la situation du salarié ou de la salariée qui a été amené à travailler durant un arrêt maladie? Alors, en réalité, d'ailleurs, dans la décision, de cette décision du 2 octobre, il s'agit plutôt d'une personne, d'une salariée en congé maternité. Mais peu importe, je dirais que les 2 situations recevraient également la même solution. Alors, par principe, bien évidemment, la non-exécution par le salarié de son contrat de travail en raison de son état pathologique m'a conduit, bien évidemment, c'est le corollaire, l'incidence, bien conduit à ce que l'employeur lui-même puisse soulever la suspension de ses propres obligations contractuelles. Et quelle est l'une des principales obligations contractuelles de l'employeur? C'est de verser le salaire. Ben, il ne verse pas de salaire. Et c'est bien parce que je ne verse pas de salaire que le Code du travail prévoit, sous certaines conditions d'ancienneté et pour certaines durées à certains temps, une indemnisation du salarié, maintien de salaire sur une base légale, et que nombreuses sont les conventions collectives qui, bien évidemment, comprennent ce type de mesures de manière plus favorable, c'est-à-dire notamment une condition d'ancienneté réduite, passerait de 1 an à 6 mois pour certaines d'entre elles, et puis des taux de maintien qui sont plus élevés. Le taux légal, c'est 90%. Nombreuses sont les conventions collectives qui débutent avec un taux de maintien à 100%. Mais c'est parce que, tout simplement, l'employeur n'a pas d'obligation de verser le salaire. Mais en même temps, il lui est fait une interdiction absolue. Dans le Code du travail, c'est bien inscrit pour le congé maternité, puisque vous avez une durée de congé maternité de 16 semaines de base, plus élevée en considération d'un certain nombre d'enfants déjà présents dans le foyer ou pas, de 16 semaines, mais une interdiction pour la protection de la mère, une interdiction absolue de travail de 6 semaines. Donc vraiment là, on a une période durant laquelle. Et puis ensuite, c'est également la jurisprudence s'agissant d'un arrêt maladie. Interdiction faite d'occuper le salarié. Alors, qu'en est-il du travail réalisé lors de l'arrêt maladie? Eh bien, en tout état de cause, ce que constatent les juges, c'est une infraction aux règles protectrices dont bénéficie le salarié, qu'il soit en arrêt maladie, qu'elle soit en congé maternité. Et cette violation des règles protectrices oblige l'employeur au versement de dommages d'intérêts. Donc on est là dans une logique réparatrice du préjudice subi par le salarié du fait de son emploi alors qu'il était en arrêt maladie ou en congé maternité. Mais ce que disent les juges, c'est que cela oblige certes à réparer, mais que cela ne s'ajoute pas au salaire. Donc pour la période considérée d'emploi du salarié, alors qu'il lui en est fait absolument interdiction pour l'employeur de l'occuper, eh bien, je ne paye pas le salarié. C'est pourtant la thèse qui était défendue par la salariée et telle que présentée au juge, considérant qu'elle a travaillé donc elle a droit à un salaire. Ce n'est pas la thèse, bien évidemment, du paiement et du versement de salaire pour ce travail-là, mais la thèse de la réparation d'un préjudice et donc l'obligation de versement de dommages et intérêts. Alors ça signifie que sur cette période-là, si un jour vous deviez en être occupé, je ne souhaite pas, parce que ça signifie que l'employeur a occupé le salarié ou la salariée en ignorance des règles protectrices, eh bien, nous aurions à traiter, bien évidemment, en matière de paye, toujours la situation de la suspension du contrat de travail et la prise en charge par la sécurité sociale, et bien évidemment le maintien de salaire, ou pas si d'aventure les conditions de durée ne sont pas remplies, de durée de maintien de salaire. Qu'on ne verserait pas de salaire, donc il ne devrait pas avoir apparaître de ligne afférente au salaire, mais le versement de dommages et intérêts, comme c'est réparateur d'un préjudice subi par le salarié
en raison de l'inobservation des règles protectrices par l'employeur, eh bien, ce sera totalement exonéré socialement et fiscalement. Bien, pour ma part, j'en suis arrivé au terme de cette présentation. Donc, nous sommes toujours dans le temps imparti de présentation et maintenant s'ouvre la page des questions et encore vraiment toutes nos excuses pour un démarrage tardif. Maëla, je ne sais pas si tu m'entends. Y a-t-il des questions de la part des participants? Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Je OK, t'entends, super. Maëla. Alors sur la première partie de la, présentation, on avait des questions sur, la DFS, et des Mmh, remarques, notamment une remarque concernant le taux, pour les VRP, taux mmh, d'abattement mmh. qui est de 28 en 2024 et qui doit Oui, diminuer en 2025 et les années oui, suivantes de 2 oui, par an. oui, 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 absolument. La personne qui a posé la question est tout à fait juste. C'est tout à fait effectivement une diminution progressive puisque à terme, la pratique de la DFS devrait disparaître, mais effectivement, on a déjà diminué et très bonne remarque, on a effectivement déjà diminué en passant de 30 à 28 et puis encore de manière progressive. Pour la suite, on est de l'ordre de 2 par an jusqu'à sa disparition totale de mémoire, hein. Je plus les chiffres exacts, les taux exacts. Ensuite, on a plusieurs questions sur la PPV. Il n'y a pas de décret pour la prise en compte en octobre dans la PPV. Est-ce que c'est applicable dès octobre, la prise en compte de la PPV dans la RGCP? Donc toutes les PPV versées sur les salaires d'octobre sont chargées puisqu'elles entrent dans la RGCP. Voilà, c'est la question qui Alors, revient. la question sur l'assise juridique est très pertinente. La question sur l'assise juridique est très pertinente. D'une part, parce que ce n'est pas un décret et le texte portant la réforme, et la nature n'est pas décrétale, elle est législative, et la mesure est comprise dans le projet de loi de financement de sécurité sociale qui sera, avec peut-être sans doute probablement un recours devant le Conseil constitutionnel, comme assez habituellement, publié au journal officiel. Allez, je vais dire, dans la dernière semaine du mois de décembre, vraiment, si on a un peu de chance, dans les 10 derniers jours, ce qui est vraiment peu probable, mais la dernière semaine. Donc l'assise juridique, aujourd'hui, elle n'est pas. L'information a été indiquée dans le BOSS par la direction de la sécurité sociale. Alors, est-ce que nous manquons d'assises juridiques? Je dirais oui et non. Il y a 2 façons de voir. Soit l'on considère qu'il n'y a pas d'assises juridiques et vous attendez la fin de l'année pour avoir le texte définitif. Ça signifie que vous allez procéder à une régularisation pour l'année 2024. Dans les conditions permises, tant à la fois à travers le système d'information qui est le vôtre et de l'outil paye qui est le vôtre, tant à la fois en termes de régularisation de la DSN. Et il faut bien examiner, avant de prendre la décision, l'une ou l'autre. Soit vous l'anticipez, mais alors vous allez me dire, vous l'anticipez sur quelle base juridique? Sur aucune. Ce qui est assez probable, c'est que le gouvernement inscrit son projet de loi de financement de sécurité sociale et le projet de loi de finances également, mais dans un cadre financier contraint par un niveau de déficit et un niveau d'endettement. Il a là l'occasion d'introduire quelques mesures visant à résorber à la fois l'endettement et à la fois le déficit. Alors on verra bien, l'avenir nous dira si on l'atteint ou pas, hein, on atteint le niveau cible. Et en tout état de cause, ces mesures-là seront maintenues. Je redis que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les mesures indiquées sont portées par le fameux article 6 du PLFSS, qui a été supprimé certes par amendement par les députés, mais sans adoption définitive du projet de loi, que le gouvernement a désormais, ou va le faire très prochainement, transmettre au Sénat son texte et en tout état de cause, il réintroduira ces mesures-là, et notamment l'article 6, dans le texte qu'il présentera aux sénateurs pour l'examen au Sénat. Et que, in fine, il aura toujours la main. Alors, vous allez me dire, dans le circuit parlementaire, c'est l'Assemblée nationale, vous avez raison. Mais alors, vous savez aussi que on ne peut pas exclure, et d'ailleurs pour le projet de loi de finances, certaines voix commencent à préparer des esprits,
On ne peut pas exclure un recours au 49.3, et à titre personnel, je suis quasiment convaincu qu'en dernier lieu, si ça devait être le dernier recours, le gouvernement l'enclenchera. D'ailleurs, à titre préventif, excusez-moi, donc je complète d'ailleurs pour le PLF, c'est pas certaines voies, c'est qu'à titre préventif, l'autorisation de recours au 49.3 doit être prise par le gouvernement et l'autorisation a déjà été donnée au cours du dernier, conseil des ministres. Donc voilà, pour le projet de loi de finances et on ne peut pas exclure qu'au cours du prochain conseil des ministres, on ait la même autorisation, prise par le conseil des ministres, s'agissant du PLFSS. Donc on a ces deux voies-là, soit effectivement et je dirais que vous avez posé la question sur la PPV, vous pourriez poser la question également sur le gel du SMIC, hein. Vous pourriez poser la question sur le gel du SMIC. Est-ce que j'attends le terme de la loi avec éventuellement les contraintes d'ordre technique et déclarative, que l'on pourrait connaître ou est-ce que j'anticipe? Voilà, tout simplement et sincèrement, je dois vous avouer que j'ai du mal à imaginer que, l'esprit de ces 2 textes, pour ce qui nous intéresse plutôt du PLFSS, l'esprit de ces 2 textes, c'est-à-dire, la contrainte budgétaire au titre de l'endettement et des déficits que je viens d'énoncer, ne soit pas, celle qui guide le texte final. J'ai vraiment du mal à l'imaginer et donc le cas échéant, un recours au 49.3 en dernier lieu. Autre question, Maëla? Oui. Du coup, à ce que tu viens de dire, une remarque, elle n'est pas encore votée, du coup, on ne peut pas, la mettre en place en paye. Le boss indique que c'est pas encore à jour dans la rubrique allègement pour Oui, pas payer absolument. prendre en compte en Oui, octobre. oui, oui, absolument, 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 absolument. Encore une fois, si l'on recherche l'assise juridique, dire que nous n'en avons pas et que nous le mettons pas à jour, effectivement, je dis tout simplement qu'ensuite, examiner réellement les, facilités de régularisation et les facilités de déclaration. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas d'assise juridique. Je ne peux pas vous dire autrement qu'il n'y en a pas. OK. Ensuite, autre question, le taux d'allocation familiale est de 13. Je pense que c'était par rapport à la Oui, oui, bourse de oui, frappe. oui, 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 absolument, absolument. Je l'avais dit d'ailleurs au moment du Oui. commentaire. C'est, Heu, c'est le allocation familiale, c'est 5,40, 5,25 pardonnez-moi pour le taux de droit commun et un abattement d'1,80 qui porte le taux à 3,45 lorsqu'on bénéficie du taux réduit. concernant l'abattement PASS, il y avait, une question, est-ce que c'est plutôt à 739 € au lieu de 738? Alors j'ai regardé, c'était toujours lors des années précédentes, toujours à l'entier inférieur, pardonnez-moi, à l'entier inférieur. OK. L'examen a été fait, hein. Alors que l'on soit à 738,50, est-ce que je fais 739 ou au-delà de 738, alors on arrive normalement au-delà de 138,50, mais lorsque l'on arrivait aux 50 centimes, au 50e, au 10e supérieur à 50, on retenait l'entier inférieur. Donc on a retenu l'entier inférieur. OK, parce que plusieurs personnes considèrent que c'est 739 plutôt. D'accord. Ensuite, concernant les arrêts maladie et les CP, ce qui veut dire que les arrêts qui seront à cheval fin 2024 et début 2025, on appliquera 1,8 SMIC? Non, 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 absolument pas. Ceux qui sont à cheval, pardonnez-moi, oui, ceux qui sont à cheval sont à 1,8, absolument, oui, absolument. Ceux qui sont à cheval sont à 1,8. C'est tout arrêt qui débute au plus tôt le 1er janvier. Voilà. Donc si on ne peut pas exclure certaines crises de foie le lendemain des fêtes, il peut y en avoir quelques-uns. Non, non, c'est tous les arrêts de travail débutant au plus tôt le 1er janvier. Donc les arrêts de travail entre d'ailleurs à cheval, vous l'avez déjà déterminé les JSS, hein. Vous l'avez déjà déterminé. Vous l'avez déterminé avec des règles 2024. Il y a un 8. OK. Pour la régularisation, depuis quand doit-on régulariser de manière rétroactive? 2009? 24 avril? Alors, depuis quand doit-on régulariser? Eh bien, on le régularise depuis que la loi Dadu, est entrée en vigueur, c'est-à-dire le 24 avril Mmh, 2024, avec une antériorité qui va au plus loin, nous dit la loi, le 1er, décembre 2009. mmh. Je ne sais pas comment répondre autrement à la question. Bah, c'est parce que j'ai des bouts, de questions.
D'accord, OK. Si je comprends bien, l'ACAS contredit donc la loi du 24 avril 2024 quant au rétroactif. Oui, la réponse est oui et je vous ai dit pourquoi, c'est que l'assise juridique du raisonnement des juges n'est pas le même texte. Lorsque le revirement de jurisprudence a été fait en septembre 2023, dans cette fameuse décision de référence du 13 septembre 2023, les juges ont ignoré volontairement le droit national pour se référer expressément au droit européen. Alors c'est un revirement de jurisprudence conséquent parce que bien évidemment le droit européen il est connu depuis fort longtemps, hein. La directive de 2003, la charte des droits fondamentaux est de 2000 de mémoire, donc ça faisait plus d'une vingtaine d'années, hein, pour chacun d'entre eux. La directive peut-être un peu moins parce qu'elle est du 4 novembre 2003. Et jusqu'à présent, la Cour de cassation a toujours écarté le droit européen, considérant que c'est le droit national qui devait s'appliquer. Et si vous vous souvenez dans les commentaires que nous avions faits à l'époque, régulièrement le rapport annuel d'activité de la Cour de cassation invitait le gouvernement et les différents gouvernements, selon les années, à mettre en conformité le code du travail avec le droit européen. Ça n'a jamais été fait. Et il a fallu, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, que les juges tapent du poing sur la table en disant bah, écoutez, là nous avons quand même une règle hiérarchiquement supérieure au droit national, puisqu'il s'agit du droit européen, qu'il nous faut impérativement appliquer. Nous l'avons écarté jusqu'à présent. Nous avons demandé, lors de la rédaction et de la remise de chaque rapport annuel de l'activité de la Cour de cassation, aux différents gouvernements de procéder à la mise en conformité du droit national avec le droit européen. Ça n'a pas été fait. Eh bien, nous opérons notre propre revirement de jurisprudence. Et effectivement, ça veut dire que dans ce cas précis, la décision de la Cour de cassation vient en contradiction avec la loi Dadu. Autre question Ensuite peut-être? oui, Ouais. si je comprends bien, les arrêts AT-MP avant la loi Dadu sont considérés au même titre que les arrêts maladie non pro. En termes de rétroactivité, oui. Bien sûr, oui, absolument, OK. absolument. En termes de rétroactivité, après alors ce qui est assez intéressant, c'est, non parce qu'on serait dans le même droit. Est-ce qu'ils ont des droits pleins ou des droits réduits? Non, ils ont des droits pleins à 2,5, à 2,5, 2,5 jours ouvrables par mois, j'allais dire de travail. Par mois d'absence assimilé à du temps de travail. Voilà, les choses sont plus correctes dans ce sens. Ensuite, concernant l'effet rétroactif, qu'en est-il des salariés sortis? Ah bah, ils peuvent y prétendre, hein, bien évidemment. Ils peuvent y prétendre, absolument. Alors il y a 2 façons de procéder, hein, heu, moi je connais des entreprises et des employeurs qui ont engagé de manière automatique la régularisation des salariés, ayant quitté l'entreprise et pour d'autres, c'est je régularise que les salariés présents et les salariés sont sortis, on attendra, qu'ils se manifestent. Bon voilà. Ensuite, dans quel article du PLFSS parle-t-on de l'augmentation de la CSG-CRDS de 9,7 à 12? Ah, ça c'est une bonne question. Il me faudrait alors je peux pas en raison de la communication. Alors il faut reprendre le texte avec les amendements. Je ne Malheureusement, je vais pas pouvoir l'ouvrir, ces amendements parce que lorsque je suis connecté à Webikeo, le risque d'une déconnexion est extrêmement important. Donc, on note la question et puis on verra comment, communiquer ou rendre plus visible, l'amendement. Mais bon, sachez qu'en tout état de cause, hein, c'est un amendement, qui a été voté par l'opposition de gauche, pour, ne rien vous cacher, et qu'en l'occurrence, ça n'est pas la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement n'est pas de faire peser sur les, salariés un prélèvement supplémentaire ou en tout état de cause de forte augmentation de cette nature. Donc je vous ai donné à titre informatif et de culture cette augmentation-là. La probabilité, qu'elle ne soit pas retenue n'est pas quasi nulle, elle est vraiment nulle. Je veux dire là, il y a peu de chances que dans le texte final on ait cet amendement, comme, constitutif de la loi de financement. Autre question?
Et évidemment. du coup, sur, la date d'effet, ça serait à partir du 1er janvier 2025? Oui, oui, bien sûr. Oui, absolument, absolument. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est un projet de loi 2025, hein, donc en l'occurrence ici, oui, absolument. OK. Le nouveau calcul de DFS doit être appliqué au 1er novembre 2024? Oui, Oui, OK. oui, oui, absolument, absolument. Heu, oui, Et dernière question, ou peut-être en tout cas pour le moment, quel est le délai pour l'employeur pour régulariser l'acquisition de CP pendant la maladie dès que le salarié a fait la demande? bah, immédiatement, hein, parce qu'en tout état de cause, dès qu'il en a fait la demande, après il peut considérer que vous ne répondez pas, à vos obligations légales. Et alors pourquoi rapidement? Alors vous allez me dire que, le droit du pénal du travail est ce qu'il est et que la probabilité que l'on soit sanctionné pénalement pour une observation des règles régissant les congés payés est également ici quasi nulle. Mais je rappelle que toutes les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, relatives au temps de repos et relatives aux congés payés sont accompagnées, en cas d'inobservation, pour reprendre le terme exact utilisé par le code du travail, de sanctions pénales. Donc d'une part, vous pourriez encourir bien évidemment le risque d'une procédure pénale et d'autre part, c'est que plus vous tardez à partir du moment où le salarié le demande, plus il pourrait être en droit, d'une part, d'exiger et de demander, pardon, en référé, eh bien la régularisation sous astreinte et le cas échéant, accompagné et ou, je dirais et ou, de versement de dommages et intérêts pour, non régularisation. Parce que de facto, ça signifie que, on tarderait à régulariser, donc si on tarde à régulariser, c'est qu'on tarde à indemniser. Pour les salariés partis, c'est une indemnisation, ce sont des ICP, hein, ça ne peut pas être autrement. Ce ne sont pas des jours à prendre, de congés à prendre. Donc ça signifie que, le cas échéant, le salarié pourrait considérer, et la probabilité que ce soit retenu par le juge, pardonnez-moi, est assez forte, qu'il y a là un préjudice financier qu'il convient de réparer. Autre question peut-être? Oui, et du coup, on fait la régule automatiquement ou on le fait uniquement si le salarié en fait la demande? Très honnêtement, madame ou monsieur, je ne sais pas qui a posé la question, on a les 2 pratiques dans les entreprises. Voilà, je ne peux pas vous répondre autrement. On a les 2 pratiques. Il y a ceux qui régularisent, il y a ceux qui considèrent que, nul n'est censé ignorer la loi et qu'il appartient aux salariés ayant quitté l'entreprise, heu, de, heu, de s'exprimer, de se manifester. J'ai pas de voie, il y a pas de voie, il y a pas de piste, heu, à indiquer plus précisément. Je pense que là, c'est à voir également avec, les décisions que souhaite prendre la direction en matière de gestion RH et de ces droits-là spécifiquement. Et pour le nouveau calcul de la DFS, ne devrait-on pas attendre, le PLFSS? Enfin la loi du coup. Oui, mais c'est toujours la même chose, ça s'inscrit dans les mesures qui ont un impact pour 2024. C'est encore la même chose. Est-ce que l'on attend l'assise juridique et en matière de droit, principe déterminant, c'est que je n'applique que le droit positif et vous auriez parfaitement raison de patienter. En droit, vous avez la possibilité et raison de patienter. Mais en droit, cette patience doit être mise à la lumière des contraintes d'ordre technique et déclaratif de régularisation que vous auriez à faire. Donc à vous de voir, je dirais à vous de voir. Si on anticipe, ces contraintes de nature déclarative et fonctionnelle sont elles-mêmes anticipées et elles seraient gommées, si je puis dire, parce que vous n'auriez plus à les traiter à l'échéance de publication ou d'entrée en vigueur de la loi. Mais vous allez me dire: «Mais j'ai pas d'assise juridique». Vous avez raison. C'est un choix ensuite opérationnel. C'est un choix opérationnel. Il y a ce que dit la loi et quand on lit l'absence de base juridique en raison du défaut de la loi, vous avez raison et tous ceux qui commandent de la sorte ont raison. Mais il y a la loi et les modalités opérationnelles pratiques. Voilà, je ne saurais pas vous dire les choses autrement et vous qui avez les mains dans le cambouis à longueur de temps
dans, vos opérations paye, vous, mesurez encore mieux, bien évidemment, les incidences de l'attente ou pas d'ailleurs si vous voulez l'anticiper. Autre question, Maïla, peut-être? Non. Eh bien, je n'ai plus qu'à remercier toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette, édition de l'actu sociale, qui est celle du mois de novembre 2024. C'est la première fois que nous y procédons, par, Webikeo. Nous manifesterons de la même manière, lors des prochaines éditions. Je voudrais faire part également de ce que SD-Works a un catalogue de formations éligibles Qualiopi. Nous avons donc le plaisir, l'honneur de vous dire que nous sommes effectivement certifiés Qualiopi, que je vous invite très fortement à consulter à raison de vos, demandes ou vos nécessités de formation. Il est extrêmement large, hein. Il est à la fois RH et paye. Vous pouvez le trouver sur notre page sdworks.fr/fr-du6fr/formation que vous avez à l'écran, que vous pouvez noter. Je vous les laisse pour le moment et adresser toutes vos interrogations sur la mise en œuvre et l'inscription à ces formations à l'adresse suivante: taxandlegal-8fr@sdworks.com. N'hésitez surtout pas à le consulter, ça ne vous engage à rien et nous solliciter pour en connaître correctement la mesure, ne vous engage à rien non plus. Voilà, je laisse encore un instant. Vous dire, alors je vais directement à la page. Est-ce qu'on voit le document? Oui. Donc, les prochains webinars, la date du 4 octobre est passée, la date du 8 novembre est actuelle et notre prochain rendez-vous, si vous voulez le noter, est fixé au 6 décembre à 9h30, toujours par le même biais, au cours duquel nous serons bien évidemment très heureux de vous recevoir parmi nous pour une prochaine édition. Et cette fois-ci, à la date du 6 décembre, on saura normalement quel devrait être le texte retenu par le gouvernement et beaucoup plus en affinité, en matière plutôt de manière plus fine, excusez-moi, en en ce qui concerne les différentes mesures et leurs modalités pratiques. Si d'ici là, nous avons quelques échanges avec la direction de sécurité sociale sur le sujet. Sachez qu'eux-mêmes à la DSS, hein, ils sont, bien évidemment dans cette logique-là de ce que les dispositions pour 2024 qui ont été présentées, soient adoptées, par un biais ou un autre, soient adoptées par le gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Prochain rendez-vous le 6 décembre, 9h30. C'est un vendredi également, comme toujours. Et un grand merci pour votre écoute, votre attention. Je vous souhaite bonne continuation et encore toutes nos excuses pour cet aléa d'ordre technique en matière de communication et de connexion. Voilà. Excusez-nous encore pour le démarrage si tardif. Je suis sûr que au prochain rendez-vous, nous serons parfaitement à l'heure. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci Au Maïla pour ta revoir. Bonne participation. Au journée. revoir.